Nous voici à Long Beach en Californie, l'un des plus grands quartiers de la gigantesque Los Angeles. Cela dit, Long Beach est bien plus qu'un simple quartier pour le monde du tuning et du custom. C'est la patrie de l'un des constructeurs de motos sur mesure les plus reconnus et d'un générateur de tendances. Continuons sur Long Beach Boulevard et tournons dans Anaheim Street. Après quelques minutes, nous atteignons notre but, la porte de West Coast Choppers. Ce spécialiste nommé Jesse James a commencé à construire des motos à 23 ans, mais le succès international n'est venu qu'avec le programme télévisé Monster Garage. Il a maintenant 27 ans, et bien que West Coast Choppers ne passe pas à la télé, les affaires sont toujours importantes, basées sur ses produits dérivés. Voici la vitrine de l'entrée. Quelques voitures, quelques motos, un magasin et quelques curiosités accueillent les amateurs qui viennent chaque semaine. C'est ici que l'on voit son talent, capturé dans quelques-unes de ses machines. L'esprit du chopper des années 70 a été ressuscité par West Coast Choppers en créant une nouvelle tendance. Désormais, tous ceux qui veulent un chopper dans leur garage le peuvent, qu'ils soient millionnaires, acteurs ou hommes d'affaires. Voilà la porte des ateliers, une zone interdite même aux médias. Mais grâce à notre ami Antonio, l'importateur de West Coast Choppers en Espagne, ils l'ont ouverte à Tuning Mania. La première chose que l'on voit, c'est un tout-terrain. La voiture que Jesse James inscrit tous les ans dans la course de Baja California. À l'intérieur, nous découvrons quelques-uns des secrets les mieux gardés du préparateur, sa collection de voitures. Tout le monde connaît sa passion pour les motos, mais presque personne ne connaît son affection pour les 4 roues. On y trouve quelques dragsters, des hot rods, des voitures classiques, des muscle cars, des tout-terrains et choses surprenantes, des Volkswagen. Il est l'heure de parler avec Jesse et la première question est bien sûr, comment tout a-t-il commencé? J'ai commencé à construire des motos dans mon garage il y a 15 ou 16 ans. J'ai rien planifié de tout ça. Je voulais juste construire une moto. Et c'est parti comme ça. Je ne crois pas m'être dit à un moment « Hey, je vais faire des motos de chopper pour gagner ma vie ». Je voulais juste me faire une moto différente. Maintenant, vous sortez dans la rue et les choppers sont comme des casquettes, tout le monde en porte une. Mais moi, je fais mon truc. Le premier travail que Jesse a attaqué dans son garage, c'était la Harley d'un ami de l'Iowa. Le style chopper existait bien avant lui, mais c'est son apparition à la télévision dans Monster Garage qui a généré l'explosion de l'industrie. Je pense que c'est positif. C'est bon pour l'industrie et c'est bon pour les affaires. Mais le pire, c'est que je ne me rends compte de rien, vu que normalement je suis ici et que je ne vais pas au salon ou autre. Ça fait 6 ans que je n'y suis pas allé. Son garage est rempli de coccinelles Volkswagen, alors je me suis senti obligé de lui demander pourquoi. J'avais une Volkswagen quand j'étais à l'université, et puis je l'ai oubliée pendant 20 ans. J'ai toujours jeté un œil aux revues, et puis je me suis remis à en acheter il y a 2 ans. Quand on lui parle du futur de West Coast Choppers, il faut prendre quelques détails importants en considération. Il a pavé le chemin pour de nombreuses sociétés ces dernières années qui ont vu comme il était le premier à passer à la télé, le premier à créer un logo authentique, le premier à lancer une gamme de produits qui portent son nom, le premier à avoir des garages professionnels et le premier à créer des tendances. Ils seront nombreux à le suivre s'il essaye quelque chose de nouveau. Alors l'interroger sur le futur de sa société, c'est comme s'interroger sur le futur de la préparation de motos. Je ne sais pas de quoi sera fait le futur. On reviendra probablement à construire des pièces pour faire de bonnes motos à nouveau. Nous allons fabriquer des kits pour l'énorme quantité de gens qui veulent se faire leur propre moto. Quand j'ai commencé, l'industrie était en croissance et maintenant ça se calme. Il faut refaire de bons composants pour que les gens puissent encore faire des motos de bonne qualité. Beaucoup de celles qui se construisent aujourd'hui sont très faibles. J'aime voir des réalisations de bonne qualité qui me poussent à m'améliorer. Je ne peux pas dire qu'il y ait quoi que ce soit que j'aime en ce moment. Il y a beaucoup de merde. Il est temps de quitter West Coast Choppers, alors jetons un dernier regard à sa collection. Jesse est un peu fatigué de la célébrité que son commerce lui a apportée et de l'impact sur sa vie personnelle. Cependant, il n'a pas encore perdu le charisme qui l'a rendu populaire. Son dernier geste a été d'embaucher 2 SDF pour les aider à repartir dans la vie.
Un acte de pure générosité par le maître du tuning. Carlson est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux en préparation de Mercedes-Benz. La société a été créée à la fin des années 80 et n'a cessé de grandir depuis lors, d'abord sur le marché allemand, puis autour du monde. La diversité croissante des modèles de Mercedes a aussi aidé au démarrage, puisque la gamme de la marque germanique est partie de seulement 4 modèles pour inclure désormais des cabriolets, des coupés, des 4x4, des SUV et des berlines. Les installations de Carlson dans la ville de Merzig nous démontrent la superbe qualité de chaque produit. Les éléments sont exposés comme des œuvres d'art dans des dizaines de vitrines. Carlson modifie toutes sortes de pièces automobiles, des moteurs à la sellerie, en passant par les volants ou l'aérodynamique. On trouve des milliers de références dans leur catalogue. Chaque modèle est soigneusement contrôlé dans les ateliers d'assemblage avant de quitter l'usine. Comme d'autres préparateurs, Carlson vend ses éléments prêts à être installés dans des Mercedes partout dans le monde, mais on peut aussi acheter les véhicules directement chez eux. Ils produisent également des modèles très spéciaux, des versions commandées par les amateurs les plus exigeants, qui deviennent des classiques dès leur sortie. Andreas Hartger est l'un des cofondateurs de la société. Qui pourrait mieux nous expliquer ce qui se cache derrière une marque de tuning si prospère? Carlson a été fondé en 1989 par mon frère Rolf et moi-même. Nous avons alors décidé de monter une nouvelle société de tuning pour les voitures de Mercedes, car c'est une marque bien reconnue et nous étions désireux d'améliorer ces véhicules déjà parfaits. Comme pour beaucoup de commerces, les premières années ont été dures, particulièrement puisque le tuning de Mercedes a une forte concurrence, comme AMG qui est déjà présent sur le marché. Nous avons passé des moments difficiles, mais aussi très intéressants avec chaque nouveau modèle, au niveau technique et design, comme la classe C, la dernière classe E et la nouvelle SL. Nous avons renforcé notre présence sur le marché avec chacun d'entre eux et petit à petit, nous sommes arrivés à notre niveau actuel. Mercedes, c'est déjà l'une des meilleures voitures du monde. Notre idée est de modifier cette perfection selon les désirs particuliers du client. On imagine qu'une Mercedes est une voiture excellente, mais produite en grande série. Un véhicule produit en masse ne pourra jamais s'accorder au désir d'un individu. Donc notre philosophie, c'est d'adapter la voiture aux désirs particuliers du client sportif. Nous prenons contact sur la route avec l'un de leurs derniers modèles, la Mercedes CLS. Convertie en CK55 RS, elle dispose de pas moins de 560 chevaux et atteint les 288 km/h. Elle passe de 0 à 100 en près de 4 secondes, donc il s'agit plutôt d'une super sportive habillée en berline ou en coupé de luxe. Avec le nouveau software, la suspension a été rabaissée de 30 mm, puisque ce modèle utilise le système pneumatique Airmatic de Mercedes. Les jantes mesurent 20 pouces et montent des pneus plus larges pour passer la puissance au sol et donner plus d'accroche dans toutes les courbes. On a aussi retouché le moteur avec un compresseur plus puissant
et une nouvelle unité électronique centrale qui contrôle la nouvelle admission, le nouvel échappement et les paramètres de l'injection. On a traité l'intérieur comme sur une sportive exceptionnelle. Du cuir de haute qualité apparaît un peu partout. Et la sellerie signée Carlson, ainsi que d'autres détails, nous transporte dans un monde plus luxueux et plus sportif. On a aussi modifié l'extérieur avec un nouveau pare-choc avant qui incorpore de nouveaux anti-brouillards, de petites retouches aérodynamiques à l'avant comme à l'arrière et de nouveaux silencieux. Voilà une superbe customisation pour une voiture exceptionnelle qui prouve que Carlson est bien l'une des sociétés de tuning du plus haut niveau mondial. Le Brésil est désormais un marché en expansion dans le monde du tuning, mais cela fait des années que l'on y modifie des voitures classiques avec des préparateurs comme Batistina, spécialisés dans les modèles des années 60 et 70. Leurs créations sont tout aussi bonnes que celles de gourous américains tels Chip Foose ou George Barris. Dans ses ateliers de Sao Paulo, Batistina réalise différents types de travail et même des restaurations de modèles anciens en respectant leurs caractéristiques. Le tuning à la dernière mode est une autre spécialité, avec des modèles récents comme cet Alfa 155 à la carrosserie et la mécanique retouchée. Mais le gros de leur activité, c'est la customisation de classiques auxquels on donne un nouveau moteur, de nouveaux freins, de nouveaux pneus et les préparations complètes dans le style le plus authentique. Fernando Batista est le directeur de la société et il nous en dit plus sur ses débuts. J'ai grandi dans l'atelier de mon père où il restaurait de vieilles voitures. Il y a 5 ans, nous avons commencé à travailler sur des restaurations. Mais j'ai toujours aimé le tuning. Alors j'ai commencé à modifier toutes sortes de voitures. Aujourd'hui, notre grande spécialité, c'est la préparation intégrale. L'enthousiasme de Batistina pour le tuning l'a amené à se concentrer sur son marché. Et son stand fut l'un des plus visités lors du Brazil Tuning Show. Le tuning est une folie mondiale. Je pense qu'au Brésil, il démarre tout juste, mais plus fort qu'ailleurs, et tout le monde apprend. Le nombre de visiteurs brésiliens au SEMA Show de Las Vegas augmente chaque année. Et avec des références, on peut améliorer la qualité et apprendre beaucoup. Dans quelques années, il y aura beaucoup plus de tuning au Brésil. Étudions en détail cette Ford Maverick, l'une de ses dernières réalisations. C'est un modèle que Ford a lancé aux USA en 1970 et toutes ses versions furent un succès en termes de vente. Ce modèle, préparé par Batistina, est une 4 portes qui a été entièrement refaite avec de nouveaux éléments. L'intention de ce projet était de le faire en style custom, très rétro. Elle a une calandre en aluminium, des phares plus modernes. On n'a pas le capot comme la Maverick GT et mis dessus un toit en vinyle. Les jantes sont les mêmes qu'à l'origine, mais plus grandes. La mécanique est la partie la plus importante où l'on a littéralement remplacé ou amélioré tous les éléments. La voiture d'origine avait un moteur de 6 cylindres, mais nous l'avons remplacé par un V8 avec boîte automatique. À cause du gain en puissance, on a mis des freins à disque sur les 4 roues et monté des amortisseurs Koni qui augmentent la stabilité. Les barres de stabilisation sont plus épaisses et nous avons réduit la hauteur des ressorts pour améliorer la tenue en courbe. C'est un projet entièrement nouveau qui va avec la montée en puissance du moteur. Le moteur de 430 chevaux vient de chez Ford Racing aux USA
et il utilise une nouvelle boîte, ce qui les a forcés à changer l'intérieur. À l'intérieur, on a retiré la banquette avant et on a mis des sièges individuels, en plus de rabaisser la boîte de vitesse. On a changé le volant, l'instrumentation intérieure, bref, tout un tas de choses. Le levier de vitesse se trouve désormais entre les sièges et non pas au volant. L'habitacle entier utilise de nouvelles pièces clairement inspirées de l'original. Le résultat final, c'est une voiture avec des performances modernes sur un châssis des années 70. Battistini inonde la transformation de voitures de son expérience dans le tuning. Et nous verrons prochainement des modifications sur des modèles plus modernes. En attendant, tout ce que nous pouvons faire, c'est savourer ce joyau de mécanique qui illustre la passion des Brésiliens pour les voitures. Nous allons maintenant découvrir un autre secret bien gardé par les spécialistes du tuning. Comment est fait le pinstriping? Le pinstriping est une sorte de dessin sur la carrosserie où l'on n'utilise pas l'aérographe mais une peinture et des pinceaux spéciaux. Le style de ces dessins est très précis. Ce ne sont pas des formes, mais plutôt des lignes fines et agressives, similaires à celles utilisées pour les tatouages. Pour réaliser ce pinstriping, nous avons une Opel Tigra déjà customisée. La voiture est spectaculaire avec de nouveaux phares, une caisse large, un arrière de pick-up et une préparation intégrale de la carrosserie. Le premier pas est de marquer la carrosserie avec de la bande adhésive pour déterminer l'endroit exact où ira le motif. On marque ensuite les lignes à suivre à l'aide d'un crayon spécial, bien que le motif soit parfois appliqué directement sans aucune préparation. On commence alors à peindre sur le capot avec un pinceau très fin. La technique elle-même n'est pas difficile, mais le résultat final dépend vraiment beaucoup du talent du peintre. Il est maintenant l'heure de marquer le contour pour la seconde couleur, de l'argenté. Une fois ce marquage terminé, on commence la peinture et le motif atteint sa forme définitive petit à petit. Il ne reste plus que quelques petites touches de peinture jaune et le dessin est terminé. Déplaçons la voiture pour voir comment l'on réalise le dessin du côté gauche. Voyons maintenant comment l'on fait le pinstriping de la partie arrière, l'une des plus complexes. Le pinstriping ne consiste pas en une peinture intégrale de la carrosserie, mais plutôt en de petits détails qui donnent une touche subtile à chaque customisation. Ce type de peinture né aux États-Unis est devenu très populaire dans les années 50 grâce au mécanicien Kenny Howard qui commença alors à décorer des Harley et des motos custom dans ce style. Son nom artistique, Van Dutch, est très vite devenu célèbre et il réalisa alors des milliers de commandes. Le monde du tuning se nourrit de celui du custom. Et c'est pour cela que ce type de peinture est arrivé dans le monde de la préparation sportive, spécialement en Europe, où de nombreux préparateurs commencent à admirer la culture custom américaine. Le pinstriping impacte par sa symétrie et se trouve presque toujours au centre des pièces de carrosserie. Les pinceaux et les peintures sont spécifiques et de très haute qualité pour assurer un superbe résultat. Il ne nous reste plus qu'à admirer le dernier motif sur le côté gauche de la carrosserie. On commence le marquage pour ensuite passer à la peinture en deux tons différents. Il est temps de voir le résultat final. La voiture a l'air bien différente avec le pinstriping. Ce motif est devenu l'un des centres d'attention de la peinture avec une nouvelle apparence plus séduisante. Le pinstriping est en train de devenir une solution populaire pour la finition de la carrosserie. Plus simple que l'aérographe, il permet de se faire remarquer sans être criard.
Le pinstriping réalisé sur cette voiture est un excellent exemple de cette nouvelle tendance, aussi bien en termes de taille qu'en termes de couleur et de traits. PA Tuning est une société française avec plus de 30 ans d'expérience. Le travail réalisé par ce préparateur est facilement reconnaissable par sa nature agressive. Une agressivité qui vient du monde de la compétition où cette société a ses racines. Sa fameuse gamme de kits de carrosserie, la Linea 3D, est l'option préférée de centaines de fans français lorsqu'ils veulent modifier l'apparence de leur voiture. Nous allons examiner aujourd'hui cet Opel Astra G, un modèle très populaire sur la scène européenne. C'est d'ailleurs clairement parce qu'il s'agit d'une bonne base pour le tuning que PA Tuning a décidé de proposer un kit de carrosserie complet pour elle. Opel a arrêté de produire ce modèle en 2004, après 6 ans de vente massive. À cause de sa popularité, les amateurs recherchent plus d'exclusivité et c'est pour cela qu'il existe autant de pièces. Ainsi entouré par les pièces restantes de 2 voitures classiques, une Renault Alpine A610 et une Talbot, l'Astra impose sa présence agressive et son apparence améliorée. Toutes les pièces qui forment la carrosserie ont bien sûr été dessinées par Linea 3D. À l'avant, le pare-choc se démarque par ses lignes droites et sa forme anguleuse qui le rendent notablement agressif. Il a en plus été abaissé et élargi. Il dispose de 3 grosses entrées d'air, une grosse centrale flanquée de 2 plus petites, et pour donner une touche sportive, on leur a incorporé une grille métallique. En plus de l'ajout esthétique, elles permettent au moteur de mieux respirer. De même pour la calandre, après enlèvement de l'écusson. Cette partie du travail a été menée avec grand soin et les bords de la calandre sont parfaitement formés. Enfin, on a remplacé les phares par des modèles de chez Morette qui ont été peints du même gris que le pare-choc dans leur partie basse, alors que les casquettes, elles, ont été peintes en violet Yamaha comme le capot. Une des plus grandes qualités de cette voiture, c'est son travail de peinture. Divisé en 2 parties, le toit est peint en violet Yamaha, alors que le bas est peint en gris. Le violet donne l'impression d'entailler le gris à l'endroit où se joignent les couleurs, en y laissant comme des dentelures. Pour définir la jointure, on a appliqué une ombre de noir. Il sera sans doute difficile de passer inaperçu dans cette voiture. On apprécie mieux la peinture depuis le côté, et cette perspective nous permet aussi de remarquer les nouveaux bas de caisse. PA Tuning les a élargis et ajouté une petite prise d'air à leur extrémité. Les lignes choisies pour ces bas de caisse sont très droites, en accord avec le thème général de la modification, donnant une sensation sportive. À l'arrière, le pare-choc est bien plus régulier que celui de l'avant. Il prolonge l'aspect sportif, mais sans être aussi agressif. Il y a 2 trous sur les côtés qui hébergent l'un le pot d'échappement et l'autre la plaque. L'espace où celle-ci devait se trouver a été bouché et le haillon a été entièrement lissé. Comme leurs homologues avant, les feux sont des morettes aux côtés peints en gris pour mieux fusionner avec la couleur du haillon. Comme la plupart des préparations, celle-ci s'enorgueillit d'éléments qui la rendent encore plus spéciale, comme les jantes à 6 bâtons Indy de 18 pouces ou son nouveau silencieux ovale par Prowler. Autre astuce de beauté, la chaîne qui entoure la plaque. Finalement, on a teinté les vitres en noir, ce qui se combine bien avec les couleurs de la carrosserie. En jetant un œil à l'intérieur, on découvre un écran fixé sur la partie centrale du tableau de bord, ainsi que des tapis métalliques comme ceux des modèles de course, des sièges sport et des ceintures de compétition. Le modèle que nous vous avons présenté est capable de briller par son apparence malgré le mauvais temps, car qu'il pleuve ou qu'il vente, il ne peut s'empêcher d'attirer l'attention de l'amateur qui croisera son chemin.
Nous traversons l'Atlantique pour nous rendre au Paraguay et voir une voiture très spéciale. L'Opel Corsa est né pour se déplacer dans les capitales européennes. Mais en Amérique du Sud, les pick-up, ces voitures avec une plateforme à l'arrière, sont très courants. Celle-ci appartient à cette catégorie de fourgonnettes légères, bien qu'elle ait été entièrement remodelée grâce à la passion de son propriétaire pour le tuning. Comme tout bon custom, les changements les plus visibles se trouvent à l'extérieur, avec un nouveau pare-choc qui contient la calandre et les anti-brouillards, des bas de caisse et un pare-choc arrière redessiné. Sur le côté, on voit le nouveau jeu de jantes chromées et les passages de roues élargis. On est surpris par l'étendue du remodelage de l'intérieur, qui va des touches courses à l'équipement audio complet. On a intégralement peint le tableau de bord qui utilise désormais des compteurs numériques. Le plus gros de l'équipement audio se trouve dans le coffre. Les amplificateurs, les subwoofers et les écrans sont tous logés sur la plateforme. Ce véhicule est propulsé par un moteur diesel renforcé pour fournir plus de puissance à l'installation audio grâce à un double alternateur et des batteries auxiliaires. Voilà une voiture qui gagnerait bien les meilleures compétitions de car audio. Nous voyageons maintenant jusqu'en Argentine pour découvrir une Mitsubishi Eclipse aux modifications considérables sur la caisse, le moteur, l'intérieur et l'équipement audio. Au dehors, on remarque les jantes de 18 pouces à la finition chromée, associées à une peinture jaune et un kit carrosserie bien plus sportif. Le moteur est l'une des pièces les plus remarquables. On a retiré le capot afin d'apprécier l'excellent travail réalisé sur cette machine et son look ravageur qui utilise près de 70 pièces chromées. Il y en a aussi un grand nombre dans l'habitacle, tels ses cadrans auxiliaires, le volant, les pédales ou le levier de vitesse. Bien évidemment, tout a été peint de la couleur de la carrosserie et l'on a garni les sièges et les portes de cuir. L'installation audio, 6 amplificateurs et plusieurs subwoofers pour un son spectaculaire se trouvent à l'arrière et dans le coffre. Voici une voiture entièrement préparée suivant le style argentin. Des modifications sur tous les aspects de l'auto avec un style unique et personnel. Les show cars sont des véhicules dessinés avec une technologie illimitée et de l'imagination. Leur fonction, créer des tendances et attirer l'attention. Et l'Audi S8 Sony Parotech fait exactement cela. L'Audi S8 est une berline de luxe totalement unique avec ses 360 chevaux et la toute dernière technologie installée à bord. Bonjour, nous sommes la société Parotech. Nous avons travaillé sur cette voiture l'année dernière. Nous avons réalisé 6000 heures de travail pour réaliser ce prototype, qui est entre autres, il faut le souligner, en partenariat avec chez Sony, Yokohama et bien d'autres marques. Nous avons choisi une Audi S8. L'Audi S8, c'est un mythe, c'est très important pour nous. Un mythe, c'est quoi? C'est une voiture de légende. Il faut savoir que l'Audi S8 n'a jamais été transformée radicalement. C'est-à-dire, on a toujours des préparations simples, c'est-à-dire jantes posées par terre, on va dire façon germanique. Donc on s'est dit, nous, on va aller un petit peu plus loin, on va relooker l'intérieur, relooker l'extérieur. Ça a été un gros défi. Il faut savoir que l'Audi S8, c'est une carrosserie aluminium. C'est là très difficile pour coller tout ce qui est composite et tout, mais c'était vraiment le défi qu'on s'était donné. Le kit de carrosserie combine parfaitement une finition exemplaire et un pare-choc redessiné avec des entrées d'air pour refroidir les freins. On a transformé les phares avec des ampoules au xénon, qui, aidées par la nouvelle calandre, changent complètement l'apparence par rapport au modèle de série. L'arrière utilise des modèles similaires et intègre parfaitement les silencieux dans le pare-choc. Alors au niveau carrosserie, l'Audi S8 a été transformé. Il faut savoir que la spécialité Parotech, c'est de concevoir un kit modèle unique, c'est-à-dire c'est du prototype. Donc au niveau de la S8, nous avons réalisé un pare-choc avant, pare-choc arrière, il y a suppression de plaques, on a refait des nouveaux bas de caisse, on a retravaillé relissage, le capot était agrandi, nouvelle calandre.
La difficulté, c'est l'aluminium. Il faut savoir que pour recoller des composites au niveau de l'aluminium, là, il faut des technologies issues de l'aviation. C'est très important. Donc ça, c'était vraiment le gros défi. Au niveau du look, c'est une peinture mate, mais ça, je dirais que c'est la spécialité Parotech. Nous pensons que c'est la tendance d'ailleurs pour plusieurs années. Le prochain projet, d'ailleurs, si on peut vous donner une petite news, sera aussi de couleur mate. L'intérieur futuriste est le fruit d'un travail très impressionnant. On a moulé avec génie des matériaux comme la fibre de verre pour s'adapter à tous les éléments. Les panneaux de porte, le volant ou le levier de vitesse exclusif. Tout cela sous des lumières au néon qui sortent d'endroits imprévus tels le toit ou les sièges baquets garnis de cuir. Alors, au niveau intérieur, à souligner, il y a un pommeau de vitesse réalisé sur mesure par chez Isota. Nous avons un nouveau volant Isota. Ça, ce sont un avantage pour nous d'avoir une société qui peut nous construire du sur-mesure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours d'avoir une pièce que les autres n'ont pas. Ça, c'est très important. Au niveau siège, nous avons choisi un cuir mat, toujours mat forcément, et avec une couture spécifique, un petit peu style Audi baseball, qui à la date d'aujourd'hui plaît énormément. On a dédié une bonne partie du travail à l'équipement audio et à un nombre impressionnant d'écrans TFT répartis à l'intérieur, sur la console et dans le coffre. Le plus étonnant est sans aucun doute le dessin de ceux qui sont intégrés dans les appuis-têtes des sièges avant. Le système audio, forcément chez Parotech, très important. On est en partenariat avec chez Sony, je dirais que cette voiture est construite autour de l'audio. Donc là, nous avons toute la nouvelle gamme Sony 2005, qui pour nous d'ailleurs a évolué, je dirais, nous sommes ravis. Nous avons du multimédia, nouveau lecteur DVD, nouveau GPS, 3D à souligner, et système d'amplification qui s'améliore sans cesse. Le point fort, le computer au niveau Vaio, qui gère cartographie et qui gère tout ce qui est gestion son à l'intérieur de la voiture. La meilleure, la plus exclusive, innovatrice, à la pointe de la technologie. Ce sont juste quelques-uns des mots que l'on pourrait utiliser pour qualifier cet inimitable show-car. Prenez bien note, car il est sûr de marquer la tendance. Au final, ce sont les aficionados avec leurs idées folles et leurs requêtes auprès des préparateurs qui définissent les tendances autour du monde. C'est pourquoi Tuning Mania est toujours impatiente de voir ce que les fans de tuning nous réservent et vous présente ces deux modèles innovateurs. Le premier est une Fiat Stilo, un modèle italien qui n'est pas le plus utilisé en tuning. Mais cela n'a pas empêché ce projet d'être l'un des plus spectaculaires de l'année. Il y a à l'avant de nouveaux phares en provenance d'une Honda Accord qui s'intègrent parfaitement aux nouvelles lignes de la Stilo. On a notamment modifié la carrosserie, les ailes et le capot pour s'adapter aux phares. Les côtés aussi ont été totalement retouchés. Ils sont beaucoup plus larges et plus bas avec un kit sur mesure qui rapproche la caisse du sol. L'arrière a lui aussi subi de sérieux changements, comme un bouclier extra bas et un lissage complet de toutes les pièces. Le vert est la couleur principale de la carrosserie, et la tôle est vraiment éclatante sous le soleil. Mais cette couleur n'est pas uniforme. On a aussi ajouté un motif original à l'aérographe. De loin, on dirait une décalcomanie, mais de près, on en voit mieux les détails. Quoi de mieux qu'une suspension pneumatique et des jantes en 4 pièces peintes dans le même ton que la carrosserie pour compléter une préparation de ce calibre. Enfin, 2 détails démontrent la qualité de ce travail. Une télécommande ouvre un feu arrière qui révèle le bouchon du réservoir. Elle permet aussi d'ouvrir les portes et de passer à l'intérieur, entièrement garni de bleu. Le style est totalement différent du modèle standard. Les contrôles de la suspension se trouvent désormais sur la boîte à gants et tous les éléments sont extrêmement sportifs. Les sièges compétition s'accompagnent de ceintures à 4 points d'ancrage et la sellerie atteint tous les recoins en incluant la plupart des éléments installés. Seuls les propriétaires réellement engagés peuvent obtenir des résultats similaires, après beaucoup d'efforts et de dévouement, qui font du travail final un véritable joyau de tuning.
L'apparence de cette Peugeot 406 coupé est discrète. Ici, le désir d'innover est plus modeste, car c'est un véhicule que l'on conduit tous les jours, mais il a quand même subi d'importantes modifications, comme la peinture ou la carrosserie. La bande rouge a été obtenue en grattant la peinture pour atteindre le métal. On a ensuite laqué cette partie en rouge pour éviter qu'elle rouille. Cela donne des effets très étonnants et un résultat hors norme. On a ajouté à cette technique quelques détails au pinceau dans le plus pur style pinstriping. Sans utiliser l'aérographe, la qualité est exceptionnelle. Mais ce ne sont pas là les seuls changements. Le pare-choc avant fait sur mesure est un autre centre d'attention, avec le plaquage chromé des évents et des anti-brouillards. On peut en dire autant de l'arrière où l'on a ajouté un nouveau bouclier beaucoup plus bas, en plus de la peinture. Le châssis a lui aussi été retouché avec une suspension pneumatique et des jantes chromées de 17 pouces. Enfin, l'intérieur se distingue par une sellerie en cuir pourpre et de nouveaux composants, tels le volant ou le levier de vitesse. Le luxe et la qualité de la mécanique sont parfaits. Sur la route, cette 406 bénéficie des 200 chevaux de son moteur V6 et ne nous laisse aucun doute sur le fait que l'on puisse conduire un custom tous les jours, sur tout type de route, sans rien perdre de sa séduction. Voici deux voitures originales et différentes qui montrent bien comment les idées des amateurs sont importantes dans le monde de la customisation. Un an de plus et Monaco est encore une fois la vitrine de joyaux uniques. Pour le délice du public, les voitures les plus prestigieuses se sont rassemblées sous le toit du Forum Grimaldi pour assister au Top Marque Motor Show. C'est un moment d'immense plaisir que de pouvoir admirer de près des voitures que l'on voit rarement dans les rues. Et contrairement aux autres salons, il n'y a pas ici de cordon ou de barrière pour nous en séparer. Qui n'a pas rêvé de pouvoir s'approcher suffisamment près d'une Bentley pour pouvoir sentir le cuir haut de gamme utilisé par les Britanniques? Comme dans les contes de fées, nos rêves ont été exaucés. Une Continental GTC flambant neuve, flanquée de non moins impressionnantes azur, sont les seuls ornements du stand de Bentley. Et quels ornements! Les représentants de la marque étaient habillés en gentleman pilote, avec casquette de cuir et lunettes, nous ramenant ainsi dans le passé et rappelant leur présence mémorable dans le monde de la compétition. De la force brute. Voilà une bonne manière de résumer Overfinch et leur Range Rover. Son aspect massif, associé au nouveau kit de carrosserie, donne à ce SUV un air non seulement plus agressif, mais fait aussi ressortir son côté élégant. Il y a des changements au-dedans comme au-dehors. 440 chevaux attendent sous le capot, une puissance largement suffisante pour propulser ses 2500 kg. Pourtant, on parle à l'usine de Leeds de la pousser à 500 chevaux. Si Overfinch en parle, Brabus l'a déjà fait et mieux, en poussant la classe M à 550 chevaux. Basé sur le Mercedes ML63 AMG, Brabus a présenté le White Star, moteur de 6 litres 3, 550 chevaux et 0 à 100 en 4 secondes 9. Ces chiffres n'ont pas l'air si impressionnants au départ, mais si l'on prend en compte que le poids annoncé de ce véhicule frôle les 2300 kg, la performance est colossale. C'est un loup déguisé en loup. Sortant de la norme à Monaco, ce modèle garde ses performances originales. Plus besoin de présenter Lamborghini et leur modèle phare. Pour les amoureux de cabriolets, il y a la Gallardo Spider, et si cela ne vous suffit pas, que pensez-vous de la Murcielago? À L2, elle cumule 11 457 cm3 ou bien 1160 chevaux. S'il y a un pays bien représenté ici, c'est le Royaume-Uni, avec Aston Martin portant haut les couleurs. La Vantage était placée stratégiquement et présentée dans une grande combinaison de couleurs séduisantes, la dernière signature de l'usine britannique. Animée par le bien connu V8, elle développe 385 chevaux et avec la nouvelle boîte séquentielle, l'émotion est garantie. Une voiture sans toit pourrait être un coupé,
Mais si elle n'a ni portière ni carrosserie, comme le résume son créateur, si ce n'est pas essentiel, elle ne l'a pas. Elle a été développée pour les circuits et aussi, même si ce n'est pas apparent, pour la route. Il s'agit de l'Atom par l'usine Arial. Propulsée par un moteur de Honda Civic type R dans sa version la plus docile, elle dispose aussi d'une version de 300 chevaux aidée par un compresseur Jackson Racing. Les chiffres sont étonnants. Pour un poids de 530 kg, elle passe de 0 à 100 en 2 secondes 9. Voilà une voiture qui requiert l'attention de quiconque la pilote. Le Tender que présentait Castagna est beaucoup plus décontracté. C'est le nom que l'on donne généralement à un petit bateau qui transporte les passagers d'un yacht jusqu'à la plage ou au port, et en voici leur interprétation, une Mini destinée à la terre ferme. Tout en elle nous rappelle la mer, depuis les finitions en bois jusqu'au dessin de l'arrière inspiré d'une poupe de navire. On a pris soin du dernier détail, comme le prouve la douche avec son propre réservoir d'eau, quelque chose qui fera toujours plaisir après une journée à la plage. Tout a l'air d'aller plutôt bien pour Funk & Wheel AG, une jeune société qui montre déjà des signes de maturité avec la seconde génération du Yes. Ce petit roadster a bien évolué depuis sa première présentation à Genève en 2003. Des lignes réussies, un châssis qui a satisfait toutes nos attentes et un choix de moteur puissant en ont fait un rival pour de nombreux constructeurs du secteur. Le moteur de 3,3 litres vient de chez Volkswagen et est disponible en version atmosphérique de 255 chevaux ou turbocompressé de 355 chevaux. Les deux versions sont semblables en termes d'aspect, bien que la version turbo jouisse d'un aileron arrière pour augmenter la tenue aérodynamique. Le drift est né au Japon et devient désormais très populaire autour du monde grâce à son succès aux USA. Pourtant, l'Allemagne, l'un des leaders du monde du tuning, n'a pas l'air de suivre ce nouveau courant. N'y a-t-il vraiment rien qui se passe en cette bonne vieille Allemagne ? Nous avons visité le Tuner GP pour voir par nous-mêmes comment le drift fait son entrée dans le cœur automobile de l'Europe. Le Tuner GP est désormais une compétition classique du calendrier germanique avec déjà près de 10 éditions. Les meilleurs préparateurs du pays, et donc parmi les meilleurs du monde, luttent au volant de leur dernier modèle pour savoir qui sera le plus rapide de chaque catégorie. Il n'y a pas de course d'accélération ou de vitesse. Il s'agit simplement de tourner sur le circuit d'Hockenheim, là où le Grand Prix de Formule 1 a lieu chaque année. La voiture la plus rapide n'est pas la plus puissante, mais celle qui réussit le meilleur compromis entre châssis, frein, puissance et facilité de conduite. Toutes sortes de véhicules customisés en Allemagne y courent. Des sportives, des coupés, des 4x4 et même des modèles classiques. Bien entendu, il y a beaucoup de Porsche, mais on trouve aussi quelques trésors japonais qui attendent de tenter leur chance. Cette compétition attire tous les préparateurs qui commencent à se faire un nom sur le marché et recherchent le prestige, ainsi que des marques bien établies comme T-Kart ou Gembala, deux des meilleurs tuners de Porsche au monde. Ils se retrouvent tous dans les fosses, prêts à passer sur la piste et à lutter pour la victoire. Mais ce n'est pas la compétition qui nous intéresse le plus. Nous, c'est le drift. Après la cérémonie des trophées, le public se regroupe dans le meilleur virage du circuit pour assister à une autre compétition, le Drift Show. Les Allemands savent-ils y faire ? Leurs voitures sont-elles prêtes à partir en travers ? La fête commence par les dérapages d'une BMW M3 CSL. Ces 360 chevaux sont transférés au sol pour en faire une merveille technique du monde du drift. Jusque-là, certains pilotes ont placé la barre très haut.
d'autres n'ont pas encore pris le coup de l'accélération pour déraper. On voit 2 ou 3 glissades incontrôlées et la voiture qui part tout droit hors du circuit. Mais petit à petit, les pilotes prennent le pli et ils démontrent leur habileté devant une foule impatiente. Pour déraper, il faut à la fois légèreté et puissance. Les sportives allemandes ne sont pas très légères et leurs moteurs turbo n'aident pas à les modifier. Mais elles sont très puissantes et fiables, ce qui nous permet d'en voir de tout type glisser et déraper. La marque préférée, c'est BMW. Et bien que la série 3 soit la plus populaire en drift en Allemagne, on découvre ici des modèles récents, des vétérans, des classiques et même des grandes routières. Cependant, la voiture de sport allemande par excellence, c'est la Porsche. Et l'on a vu des exemples de 911 et de Boxster bien se défendre, comme ceux préparés par Tech Art. Déraper ainsi avec un moteur arrière n'est à la portée que des meilleurs conducteurs du monde. Même les préparateurs de pointe se sont mis au drift, donc nous avons demandé à leurs techniciens leur opinion. Mercedes ne fait pas de sportif très radical, mais on peut les piloter de la manière la plus folle, comme cette énorme CL de chez MBK. Voir glisser les presque 2 tonnes de ce monstre est impressionnant, mais faites bien attention. Il y a des feux d'artifice qui partent de l'arrière. Revoyez-le au ralenti et vous distinguerez les fusées qui sortent du coffre. On trouve aussi des japonaises chez les préparateurs allemands. Et les Nissan ouvrent le bal, ainsi que quelques classiques très amusantes. Pour le moment, le tuner GP est l'une des concentrations les plus importantes pour le tuning en Allemagne. Mais il est clair que cette tendance va grandir dans les années à venir. J'espère que nous verrons très prochainement des équipes professionnelles défier les meilleurs pilotes américains et japonais, comme cela se passe dans les grands championnats mondiaux. Et nous y serons pour vous le raconter. Si vous voulez faire de votre voiture une vedette du tuning, faites bien attention à ce que nous allons vous dire. Voici un modèle avec beaucoup de modifications qui le rendent très séduisant, ce qui en fait presque toujours un favori des concentrations. Le propriétaire de cet Opel est un grand amateur du tuning belge. En Belgique, on réalise de nombreux petits changements pour obtenir une voiture très impressionnante. Cet Astra a subi un traitement similaire, le plus étonnant étant la couleur. Un vert foncé avec des touches de doré qui attirent l'attention sans utiliser des motifs à l'aérographe ou des autocollants. Cette couleur cache de nombreuses modifications, telles l'absence de moulure sur la carrosserie ou la retouche du capot qui incorpore désormais la calandre réduite. On découvre aussi sur l'avant un nouveau pare-choc avec bouclier et entrée d'air intégrée. Les phares, enfin, sont nouveaux. Bien que de la même taille que ceux d'origine, ils ont un intérieur séduisant marié à une coque transparente. À l'arrière, le haillon était entièrement lissé et la plaque à l'encadrement chromé se trouve désormais sur le pare-choc. Pour personnaliser les feux stop, on a utilisé de nouveaux modèles de couleur sombre qui donnent un côté original comparé au traditionnel argenté. Sur les côtés, les surprenantes jantes chromées de 18 pouces volent la vedette. Les experts reconnaîtront les nouveaux rétroviseurs et le fait qu'il n'y a pas de poignée aux portes arrière. Ajoutons enfin les bas de caisse redessinés. On a remis le moteur en forme avec des retouches sur presque tout. Un nouvel ordinateur central porte la puissance du turbo-diesel de l'Astra à 125 chevaux. On a installé en plus un filtre d'admission sport ainsi qu'une ligne d'échappement directe. On a également peint certaines pièces mécaniques. Comme la puissance a augmenté,
On a aussi amélioré les freins avec des disques rainurés et des plaquettes de compétition. La suspension dispose d'une nouvelle installation pneumatique qui permet de rehausser ou d'abaisser la voiture selon le style de conduite, en plus d'améliorer l'esthétique à l'arrêt. L'intérieur d'un tel véhicule doit se marier avec le reste de la préparation et l'Astra ne déçoit pas. On a garni les sièges d'Alcantara et utilisé une marque prestigieuse pour les éléments. L'élément le plus personnel, c'est le volant typé custom. Celui-ci s'accorde avec les jantes chromées et donne une touche américaine à l'aspect européen de l'auto. Dernier détail, un puissant système audio qui n'utilise pas d'éléments aguicheurs, mais plutôt des composants à haut rendement, tels cette batterie au gel et un câblage de haute qualité. Cet Opel Astra démontre qu'il n'est pas nécessaire d'exagérer pour obtenir un modèle unique. Une bonne sélection des matériaux, une excellente peinture et une vraie passion pour le détail font de cette voiture une favorite sur presque tous les salons. Les jantes sont un élément crucial du tuning. Et en Europe, il y a beaucoup de nouveautés, comme l'arrivée de styles venus d'autres continents ou des avancées technologiques pour réduire le poids. BBS est l'un des fabricants les plus connus. Leurs modèles sont dérivés de la compétition, Formule 1 et autres catégories mélangées, comme le montre cette impressionnante BMW du championnat Touring Car. Ce style compétition est toujours à la mode et la gamme Touran nous le montre. D'inspiration course, mais avec une finition méticuleuse et des diamètres supérieurs. La plus grande nouveauté, c'est la jante en fibre de carbone. C'est un matériau très léger, mais jusqu'il y a peu, il n'était pas assez résistant pour l'utiliser sur des automobiles. Ce prototype semble avoir trouvé la balance entre le poids et la résistance, bien que ce ne soit qu'une pièce d'exposition. Le style américain arrive en force parmi les marques européennes, bien que pour le moment il n'y ait pas de motifs séduisants, juste les finitions chromées de modèles existants comme la gamme Keskin. Brock est un autre fabricant qui suit cette tendance, avec des finitions chromées pour leurs modèles les plus populaires. Cela dit, le vrai travail de custom devient important sur le marché du sur-mesure. Et Barracuda en est l'une des marques les plus connues, avec des dessins surprenants, des finitions chromées et des jantes radiales type lowrider. Des marques typiquement américaines arrivent aussi en Europe, comme Lexani et ses jantes incrustées de diamants ou sa collection de large diamètre. Les fabricants de pneus présentent également leur dernière nouveauté. Dunlop avait une gamme étendue de modèles de haute performance. Toyo est l'une des marques intimement liées au monde du tuning avec sa gamme de pneus sport. La Formule 1, les 24 heures du Mans ou le championnat du monde des rallyes sont les vedettes de la compétition européenne. Mais les USA sont très différents et ont leur propre goût. Là-bas, ce sont les catégories NASCAR, IndyCar et les courses d'accélération que le public suit avec passion.
Nous allons découvrir aujourd'hui l'une de ces dernières, les courses d'accélération organisées par la National Hot Rod Association ou NHRA. Nous voici dans le Nevada, sur l'anneau de vitesse de Las Vegas, à quelques kilomètres de la ville. Sur ce circuit, à part la piste traditionnelle, il y a aussi une ligne droite utilisée pour les courses d'accélération. On l'appelle le Strip, tout comme la grande avenue des casinos du centre. Mais à l'opposé de la ville, il n'y a pas d'embouteillage. Juste une ligne droite de 400 mètres qui permet une accélération maximum à la portée de ces puissants moteurs. Tout type de voitures se sont présentées sur cette grille de départ, depuis les vieux hot rods jusqu'aux modèles modernes, avec d'énormes roues et des carrosseries variées. On admet presque tout, sauf certains types de carburant. Le meilleur gagne la course, mais il y a une marge minimum qui égalise les chances. Gary Faulkner est l'un des pilotes les plus reconnus. C'est un vétéran de 52 ans qui a combattu au Vietnam et passé sa vie en tant que chef des pompiers en Californie du Sud. Après sa retraite, il a décidé de se consacrer à la compétition, le seul endroit où il retrouve l'adrénaline et les émotions. J'ai commencé à courir parce que chaque course te donne la possibilité de connaître des gens nouveaux, de vivre des moments inoubliables. Et en plus, c'est un type de compétition où tu te mets toi-même à l'épreuve. Gary court sur une Pontiac coupée. Il nous en dit plus sur cette voiture. C'est une Pontiac GTO 2006 flambant neuve. Elle a un moteur Chevrolet Big Block de 10 litres 5 qui développe 1220 chevaux et un couple de 980 livres par pied. Il s'attache à une boîte automatique à 2 rapports et un pont arrière forgé de 9 pouces. La voiture pèse environ 1100 kg avec moi à bord et court en catégorie Super Comp qui a un index de 8 secondes 9. Je cours aussi en catégorie Top Sportsman où se trouvent les meilleurs de chaque compétition, c'est-à-dire 16, 32 ou 48 voitures. En course d'accélération, il y a une catégorie absolue, où le plus rapide gagne, et une autre nommée Sportsman, où le gagnant est celui qui est le plus proche du meilleur temps dans chaque catégorie. Gary court dans la plus populaire aux USA. La catégorie Super Comp est la plus rapide de toute la classe Sportsman. On a un indice de 9,05 secondes, ce qui fait qu'il y a un jeu supplémentaire de papillons dans le carburateur, contrôlé par un ordinateur monté à bord. Celui-ci leur ordonne de rester quasi fermé pendant, disons, 1 seconde ou 2, selon la rapidité de la piste. Et ainsi, on additionne ou on soustrait du temps à la course pour terminer le plus près possible des 9 secondes 05 sans être éliminé. La voiture a une carrosserie en fibre de carbone montée sur un châssis tubulaire de type spatial. Le moteur à l'avant et les gigantesques pneus à l'arrière sont chargés de transmettre la puissance au sol. J'ai acheté la voiture, ou plutôt j'ai laissé une avance il y a 8 mois et je l'ai reçue en août. Elle est fabriquée à Saint-Louis dans le Missouri par un constructeur de premier ordre au niveau mondial. Elle coûte approximativement 150 000 $, prix qui inclut le moteur, la transmission, l'axe arrière, les pneus, les jantes, la voiture complète en fait. Un des aspects les plus importants pour la victoire, c'est le jeu de pneumatiques. L'équipe de Gary utilise des pneus Toyo depuis un certain nombre de saisons. Je cours avec des pneus Toyo. C'est ma 3e saison avec ces roues et elles ont été très consistantes. C'est un pneu qui réagit très vite et est très prévisible. Quand il fait froid, je sais que la voiture va coller à la piste. S'il y a une tache d'huile ou de la poussière d'embrayage devant moi, je me sens en sécurité car j'ai une totale confiance dans ces pneus. Avec eux, je me sens en parfaite sûreté. Nous voici sur la grille de départ. Les pilotes attendent leur tour dans une zone appelée la boîte à eau, un tronçon d'asphalte légèrement humide où l'on dérape pour chauffer les pneus avant la course. Après cela, vient l'attente au feu, aussi appelé arbre de Noël. Quand ces feux s'éteignent, il faut écraser le champignon.
Que ressent un pilote avant la course? À chaque fois que je cours, je pense que je peux gagner. J'ai une bonne équipe, un bon matériel, de bons sponsors, je fais extrêmement attention aux détails et j'essaie de donner le meilleur de moi-même dans chaque course. En accord avec mon entraînement, je pense passer pas mal d'éliminatoires ce week-end. J'ai une très bonne voiture. C'est l'heure de vérité. Faulkner va passer derrière le volant pour commencer les manches d'élimination. Les espérances sont grandes pour le week-end. Il y a quelques heures, nous avions une voiture incroyable, avec quelques 15 millièmes de seconde de temps de réaction. Elle a réalisé sa montée en vitesse de manière parfaite. Et on a terminé à 2 centièmes de seconde du temps parfait. Faulkner est prêt à passer à l'action. Il chauffe les pneus et gagne la manche de qualification. Voilà la compétition aux USA, où le pilote avec le plus gros budget ne gagne pas toujours, mais plutôt celui qui utilise ses armes. Un endroit où tout le monde est un jeune optimiste et où l'on trouve tout type de pilote. Un endroit où le spectacle est roi, dans une compétition qui attire des milliers de participants et des millions d'amateurs de par le monde. Bienvenue à Chimay, une petite ville belge avec un circuit où se tient chaque année l'une des plus importantes courses d'accélération du continent, le King of Europe. Après le succès de l'année dernière, l'édition 2006 a servi à consolider encore l'événement organisé par Street Racing Mania. Les pilotes sont venus de partout pour y participer. Suède, Finlande, Pologne, France, Royaume-Uni, Hollande, l'Italie et bien sûr la Belgique. Ces courses se disputent sur 400 mètres et les voitures sont réparties en 3 catégories. Traction avant, propulsion et 4x4. Toutes doivent être homologuées pour la route. Et bien que la majorité ne les utilise jamais, elles doivent avoir les composants standards comme les phares ou la carrosserie intégrale, en plus des mesures de sécurité pour la compétition. Des contrôles techniques s'assurent que tout est en ordre. Sur l'aire de départ, on trouve toutes sortes de véhicules, des vieilles américaines aux familiales modernes, la majorité utilisant des moteurs V8 américains couplés à une boîte automatique à 3 ou 4 rapports. L'honneur des autres types de moteurs est défendu par quelques européennes et japonaises comme les Audi ou les Honda. Les séances d'entraînement commencent. Les pilotes prennent leur tour et s'accoutument à la piste pour faire de leur mieux. Chaque pilote court contre son voisin et on note les temps selon leur catégorie, ce qui mène à des duels pour le moins inégaux. Certains des favoris arrivent à passer sous la barre des 9 secondes, tels John Sleeth et son Audi coupé. Un moteur de près de 800 chevaux se cache sous son capot et passe la puissance aux roues arrière.
Tout est prêt pour le deuxième jour de course où auront lieu les séries de qualification de chaque catégorie. Les 4 meilleurs de chaque division se joignent alors aux 4 meilleurs de l'an dernier pour décrocher le titre de King of Europe. La pluie fait son apparition à Chimay et la piste devient humide. L'organisation, ne sachant pas si attendre quelques heures ou annuler l'événement, se décide finalement à attendre un peu. Certains pilotes partent alors que le public se réfugie dans les différents magasins et stands pendant que les organisateurs nettoient la piste à fond. Quand la piste est enfin sèche, il ne reste plus de temps pour la finale. On choisit donc les concurrents de la super finale parmi les 4 meilleurs chronos de l'entraînement et tout est enfin prêt pour la compétition. Robert Potorki, à bord du meilleur 4x4, se prépare à courir contre Nigel Parkin, qui a décroché le 4e temps avec sa Jaguar. Malgré une course serrée, c'est la propulsion qui gagne et la Jaguar passe en quart de finale. Luca Lodi est un autre favori. Il a été finaliste en 2005 sur une Lancia Delta intégrale et court maintenant contre la Honda Civic de Witold Karaloff. La puissance de la Lancia l'emporte et il gagne cette série. Un autre des finalistes de 2005, John Sleeth, lutte contre la Civic de Marcin Swartzak et se glisse aisément dans la prochaine série. La Chevy Camaro du Suédois Stefan Gustafsson se débarrasse rapidement de la R5 GT Turbo de Gianni Santi et passe aussi en quart de finale. Nigel Parkin sur Jaguar, Luca Lodi sur Lancia Delta et Gustafsson sur sa Camaro sont déjà passés en demi-finale. La dernière place va se décider entre John Sleeth, qui a réalisé le meilleur temps du week-end, et Kevin Preston, à bord de son pick-up au moteur V8 turbo-compressé. La course commence et Lodi dérape, ruinant ainsi l'accélération de Sleeth. Preston passe donc en demi-finale. Dans la première demi-finale, la Jaguar court contre la Lancia. Cette dernière l'a emporté sur la piste, mais l'équipe de Nigel Parkin a déposé une plainte. La voiture de son rival a été démarrée sur la grille de départ grâce à une batterie externe, une manœuvre interdite. Luca Lodi est donc disqualifié et Parkin passe en finale. Gustafsson court contre Preston dans la deuxième demi-finale et la Chevrolet du jeune pilote suédois arrache la victoire. Avant tout, voyons la lutte pour les 3e et 4e places. Malheureusement, l'abandon de Luca Lodi et de son équipe assure la 3e place de Preston et de son Taz. Il réalise pourtant sa course et réussit à passer sous la barre des 10 secondes. Il est maintenant l'heure de passer à la finale. Mais l'équipe de Nigel Parkin détecte une irrégularité sur la voiture de Gustafsson. Les roues avant ne portent pas le code DOT, détail qui n'a pas d'influence sur les performances, mais qui, selon le règlement, doit être visible. Les juges décident donc de disqualifier la Chevrolet Camaro de Gustafsson après un week-end complet de course. La Jaguar s'aligne sur la grille
et devient King of Europe 2006. Le règlement est très clair, et il est bien difficile de le suivre à la lettre, mais ce fut l'une des vertus de l'équipe gagnante. Nigel Parkin devient donc le nouveau King of Europe 2006, après une finale qui promet une lutte encore plus acharnée pour l'édition 2007. Comme lors d'autres éditions de l'Essen Motor Show, le public a un rendez-vous obligatoire au Show Center avec les experts en lowriders qui lui offrent chaque année les danses les plus extravagantes. La GLCA, ou German Lowrider Association, se charge d'organiser le spectacle. Tuning Mania a eu la chance de voir comment les spécialistes de l'hydraulique Showtime sont capables de faire sauter et danser leurs spectaculaires créations. La coordination joue un rôle crucial lorsqu'il faut démontrer son habileté aux manettes. Il est possible de retourner l'auto avec autant de mouvements et de sauts, ce que font Kaffer ou la Beetle de Showtime Hydraulics, qui réussissent à coucher la voiture sur son flanc jusqu'à toucher le sol, un mouvement fort apprécié du public. La musique est à l'honneur et les voitures semblent le savoir. Un autre lowrider entre dans la danse, cette fois une Opel Record. Deux volontaires se joignent au lowrider et pour corser l'affaire, on leur lance un défi. Tenir un verre d'eau sans en renverser une goutte. Le résultat ? Laissons les images parler d'elles-mêmes. L'équipe allemande a fait les délices du public avec leur spectacle, une culture déjà fort répandue aux USA. Sans quitter l'arène, nous passons à une zone où existe l'unique, l'incroyable et l'inimaginable, comme cette Flatmobile. Avec seulement 54 cm 3 de haut, son constructeur Andy Sanders a réussi à créer le véhicule le plus plat du monde. Fabriquée en un temps record de 3 jours, la Flatmobile s'inspire de la Fiat 126 qui ne mesurait que 134 cm. Le plus étonnant, que vous le croyez ou non, c'est qu'on peut parfaitement la conduire. Cette Renault Wind est moins extravagante, mais irradie charme et sensualité. Ce Roadster 2+1 dévoilé au Salon de Genève possède une particularité, le troisième siège est optionnel. La section centrale en fibre de carbone est recouverte de mousse et de cuir, peut être détachée et retournée pour offrir une troisième place, ce qui en fait une voiture unique et versatile à la fois. La mécanique est la même que celle de la Mégane, un moteur de 2 litres et 135 chevaux, mais monté sur un châssis bien plus court et plus léger. La ligne est simple et séduisante. Passons à un modèle italien qui ne devrait manquer à aucun salon digne de ce nom. Fioravanti est revenu avec la Sensiva. Elle n'est plus vraiment nouvelle puisqu'elle a été présentée au Turin Motor Show il y a quelques années, mais ce magnifique concept car reste un prototype d'avant-garde. Sous son air de biplace sportive à la ligne agressive et fluide à la fois, la Sensiva est une 4 roues motrices au moteur hybride qui atteint les 230 chevaux. La technologie qui se cache derrière sa direction assistée mettra quelques années à atteindre nos voitures. D'une super sportive au roi de la jungle, voici la Peugeot 907. Cette biplace de 4,50 m de long est le dernier pari français pour battre les supercars italiennes et allemandes. Ses points forts sont ses formes agressives, son moteur V12 de 6 litres et ses 500 chevaux. Si on y ajoute un excellent rapport poids-puissance, les performances de cette sportive sont à vous couper le souffle. Les touches classiques et la dernière technologie se mêlent dans l'habitacle pour vous inviter à savourer cette Peugeot unique. Si vous avez trouvé cette 907 spectaculaire, je suis sûr que le concept car suivant ne vous décevra pas. Je parle du concept Zazen, produit par Rinspeed en collaboration avec Bayer Material Sciences. Le dôme entier du toit de cette Porsche Carrera S est fait d'une seule feuille de polycarbonate Bayer, dont la transparence se change en poussant un bouton.
Des millions de petits cristaux Swarovski, protégés par une membrane autochauffante en polyuréthane, connue sous le nom de macrolon, donnent à la zazen son aspect venu de l'espace. Avec un nom qui veut dire illumination en japonais, c'est exactement ce qui se produit. Le moteur, comme on s'y attend avec les produits de la firme de Stuttgart, est un V6 Boxer qui offre 355 chevaux. Le futur n'a pas l'air d'être loin. Passons d'un modèle révolutionnaire à un autre, la Peugeot 20 Cup. Inspiré d'une voiture de course, ce concept car est un mélange entre auto et moto, dessiné spécialement pour le plaisir sur circuit. Si l'on prend en compte son moteur 4 cylindres qui développe 170 chevaux et qu'on le combine avec son poids et sa hauteur, on obtient une authentique sportive. Le plus bizarre avec la 20 Cup, c'est l'arrière qui est monté sur une seule roue. Pas de doute que le divertissement est garanti avec cette française imaginative. En parlant de sportive, Peugeot nous renvoie vers le futur une fois encore, avec le gagnant de son 3e concours de design qui a été présenté lors du Frankfurt Motor Show en 2005. Son nom, la Peugeot Movie. Spectaculaire et futuriste à l'extrême, on a affaire à une biplace aux lignes novatrices, dont la caractéristique principale est qu'elle peut tourner sur elle-même. Les portes s'ouvrent horizontalement comme sur la 1007 et sont entourées d'énormes roues. Son créateur est un jeune designer de 23 ans, originaire du Portugal.